Nouvelle édition de Décryptation Niveau d'Info. Bonsoir. Merci de votre fidélité. Les BRICS s'inquiètent des droits de douane unilatéraux lors de leur sommet à Rio. Mais quelles seront les réponses face à ces tensions commerciales au Brésil? Les dirigeants des BRICS, le groupe des géants émergents, se sont donc réunis lors d'un sommet crucial pour discuter de réponses stratégiques. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. C'était donc un sommet sous haute tension à Rio. Tout à fait normal, puisque n'oubliez pas que du côté des États-Unis, les BRICS sont perçus comme une sorte de multilatéralisme contre les États-Unis. Quand on regarde qui est dedans, les initiateurs, vous avez la Chine, qui est un adversaire économique des États-Unis de façon très claire. On voit l'attitude des présidents américains par rapport à la Chine, et en particulier Trump. Vous avez la Russie à l'intérieur. Et vous avez deux grands blocs économiques du monde qui sont des concurrents sérieux pour l'impérialisme américain. Okay. Donc déjà, d'un point de vue économique, il y a une adversité, il y a une concurrence qui devrait être une concurrence loyale. Mais comme on le sait, dans les relations internationales, il faut être vraiment d'un autre temps pour croire à de la loyauté ou à de la gentillesse. Et ça fait qu'effectivement, le sommet se passe à un moment où il y a ces taxes que Trump avait déjà décidées, qui avaient créé du remous par rapport à l'économie mondiale. Il avait fait machine arrière comme il sait le faire pour 90 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juillet. Au moment du sommet, on était à 2 pas des 90 jours. Et vous avez vu Trump qui recommence également avec « on va taxer ». Et cette fois-ci, même, il dit qu'en plus de ce qui est prévu, s'il y a d'autres pays, c'est-à-dire pas seulement les BRICS, mais s'il y a d'autres pays qui s'alignent sur ce que Trump appelle la position anti-américaine des BRICS, bon, ça c'est le langage de Trump, ce pays-là également va recevoir une surtaxe de 10% en plus de ce qui était déjà prévu pour ce pays-là. Donc effectivement, ça s'est fait dans une ambiance de tension d'un point de vue strictement économique par rapport à un commerce mondial qui est aujourd'hui dans l'incertitude. Les dirigeants des BRICS réunis à Rio ont discuté donc des droits des douanes qui secouent l'économie mondiale et des tensions géopolitiques brûlantes. Mais comment est-ce que leur position peut-elle redessiner l'ordre économique global? Redessiner ne sera pas facile parce que on dit les BRICS, jusqu'à présent il n'y a pas de texte. On le rappelle tout le temps, l'organisation n'a pas encore, même s'il y a un certain nombre d'années, l'organisation n'a pas encore réussi une certaine harmonisation. Le groupe compte déjà 11 pays membres, des pays émergents, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Tout à fait. Mais ils vont rencontrer le même problème que toutes les organisations multilatérales rencontrent. Quand il s'agit des affaires étrangères, c'est les intérêts qui priment. Et en ce moment, les intérêts ne sont pas les mêmes entre les différents pays qui sont membres au niveau des BRICS. Même si par rapport aux Américains, il peut y avoir des intérêts communs parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les BRICS étaient venus pour rééquilibrer l'ordre mondial et le rééquilibrer au bénéfice de ce qu'on appelle le Sud global. Donc sur ce plan, effectivement, il y a une tentative de redessiner l'économie mondiale, pour ne pas dire le commerce seulement. Mais ça ne sera pas une chose facile. Dans cela, vous avez le dollar qui s'impose. Pourquoi tout le monde va passer par le dollar? Pourquoi ne pas passer par d'autres monnaies? Pourquoi ne pas prendre l'or directement comme valeur, créer une convertibilité des monnaies par rapport à l'or? Pourquoi passer par le dollar? Mais ici, pour les Américains, c'est une perte énorme si les gens laissent la monnaie américaine qui ressemble actuellement à une sorte de monnaie internationale. Pas seulement une devise comme les autres monnaies, mais comme une monnaie internationale. Quand on dit le baril de pétrole coûte combien, on chiffre en dollars. Pourquoi on ne le chiffre pas en CFA? Il y a un autre élément qui est là, c'est que ce sommet arrive après quand même une crise importante entre Israël et l'Iran, une crise qui n'est pas terminée entre l'Ukraine et la Russie. Alors que l'Iran, tout comme la Russie, sont des membres des BRICS. Et quand on regarde, les Américains ont bombardé l'Iran. Trump vient de changer d'avis encore en disant cette fois qu'ils vont donner des armes
à l'Ukraine et il demande à l'Allemagne même de donner également des missiles patriotes. Bon, comme c'est Trump, il ne faut jamais être surpris de ces retournements de situation. Donc, dans ce contexte, effectivement, au-delà du côté économique, il y a ce côté géopolitique qui est là et les BRICS ont fait quelque chose que Trump n'a pas aimé du tout. Ils ont condamné de façon claire, de façon ferme, l'attaque américaine contre l'Iran. Ils ont posé également le problème d'Israël au niveau de Gaza. Là-bas, ils n'ont pas condamné, mais ils parlent de graves préoccupations par rapport à la situation humanitaire. Bon, ils n'ont pas condamné parce que c'est ce que je disais, parmi les pays qui sont là-bas, il y en a qui sont en bon terme avec Israël. Une condamnation ne les arrangerait pas sur ce plan-là. Et dans ce contexte, précisément, quelles sont les réelles préoccupations des BRICS concernant donc les mesures prises par les États-Unis? Ben, la première préoccupation, les BRICS disent que Trump menace le commerce mondial. Parce que tout le monde se rappelle les exagérations avec la Chine. À un certain moment, on était monté jusqu'à 145% de surtaxation. Mais quand vous ajoutez 145% sur un produit, mais l'usine qui produit risque tout simplement de s'arrêter de produire pour ce marché-là. L'usine va devoir aller chercher un autre marché. Parce que 145% de taxes sur un produit, si vous refaites la structure des prix et vous intégrez ces taxes dans la structure des prix, le coût de votre produit va quitter le simple pour dépasser le double. Et là, le risque est énorme pour que les gens laissent tomber votre produit parce que le prix augmente, mais en termes de qualité de service, qu'est-ce qui a augmenté? Rien du tout. C'est de la spéculation simplement qui a amené le prix à monter de la sorte. Ce problème que ça va poser, on nous parlait d'un village planétaire, on nous parle d'organisation mondiale du commerce, donc il y a un certain nombre de règles sur lesquelles les gens s'étaient entendus après qu'on ait laissé tomber ce qu'on appelait les GATT à l'époque, les accords douaniers. C'est la remise en cause. On assiste à nouveau à une période de ce qu'on peut appeler sur le plan économique une dérégularisation, une déréglementation. C'est-à-dire, il n'y aura plus de règlement, tu fixes, je fixe, il fixe et ça devient le bazar. Parce qu'on a vu la réponse de Lula da Silva qui dit mais on applique la réciprocité, tout le monde, chaque pays a sa souveraineté, vous taxez, on taxe. Et elle est plus loin en disant que Trump n'a qu'à se tenir tranquille, ce n'est pas un roi. Ce n'est pas un roi, ça a tout un sens parce que n'oublions pas que Lula c'est la gauche, c'est la vraie gauche, c'est la gauche authentique. Quand il parle, vous avez quelqu'un qui de façon principielle, je dirais, est contre le capitalisme. Et quand vous regardez Trump dans son attitude, c'est effectivement du capitalisme au profit des Américains. Qu'est-ce qui arrive aux autres? Ce n'est pas du tout son problème. L'essentiel, c'est que les choses se passent bien pour les Américains. Et justement, quand on observe les attitudes de Donald Trump, on se demande, est-ce que ces prises de position, est-ce qu'il s'agit du protectionnisme, d'une pression économique ou autre stratégie purement à la Trump? Oui, c'est du protectionnisme parce qu'en fait, quand on fait du protectionnisme, il y a la façon pas intelligente de le faire, c'est de dire ton produit ne rentre pas chez moi. De façon radicale. Voilà. Bon, ça va être tout facilement critiqué parce qu'on ne peut pas parler de commerce mondial, on ne peut pas parler de village planétaire, on ne peut pas parler de globalisation, et puis on dit ton produit ne rentre pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les barrières, qui ne sont pas ces barrières physiques où on empêche au produit de rentrer. Trump a utilisé une des barrières, c'est ce qu'on appelle les barrières douanières, en rendant les taxes tellement fortes que ceux qui veulent amener leurs produits aux États-Unis vont renoncer à le faire à cause de la taxation. Il y a d'autres formes de barrières qu'on peut utiliser en disant que si tu veux amener un produit chez moi, on impose une certaine normalisation. Le produit doit respecter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conditions, de sorte que finalement, respecter ces conditions revient la même chose que taxer le produit parce que tu vas devoir payer énormément d'argent pour prouver le respect de ces conditions-là. Si je prends un exemple simple, je vends du haricot vert, je veux que ça parte aux États-Unis. S'ils veulent me compliquer la vie, il ne faut pas utiliser des pesticides, il ne faut pas que ça dépasse tel taux d'humidité, il ne faut pas qu'entre la récolte et l'arrivée aux États-Unis, ça devient tellement compliqué
que finalement, il vaut mieux aller chercher ailleurs. où tu vas vendre ton haricot vert. Donc ça également, c'est une forme de protectionnisme déguisé, où je ne dis pas vos produits ne rentrent pas chez moi, mais j'installe un certain nombre de barrières qui font que le producteur lui-même ne va pas s'aventurer à amener ses produits. Donc c'est comme si je ne vous ai pas dit ne rentrez pas chez moi, c'est vous qui avez refusé de venir, alors qu'en fait, les mesures que j'ai prises, c'était pour indirectement vous amener à ne pas venir. Et c'est dans ça que Trump est. Bon, c'est vrai qu'économiquement, ça peut permettre, puisqu'il le dit lui-même clairement, venez produire les haricots verts chez moi, parce que c'est en fait ça que Trump dit. Venez produire les voitures chez moi, venez produire les produits que vous vendez aux Américains sur le sol américain. Économiquement, c'est intelligent. C'est-à-dire on va venir installer une usine, on va donner du boulot aux Américains, une partie de l'argent va rester aux États-Unis avec les taxes, etc. Mais quel pays va venir, comme on le fait nous les Africains, parce que ça c'est de l'économie extravertie, aller déposer ses affaires ailleurs. Quand les gens faisaient de la délocalisation, on quittait son pays pour aller vers un pays où on peut avoir un prix de production qui est moindre et avoir la même qualité de produit. Et les Américains l'ont fait. Les Européens l'ont fait en allant surtout vers les produits asiatiques, où vous avez beaucoup de produits aujourd'hui, européens, américains. On écrit là-dessus Made in USA, mais ça a été produit dans les pays asiatiques. Mais ça, c'est de la délocalisation. Mais Trump est en train de vouloir maintenant imposer aux gens le fait de venir s'installer chez lui pour que l'économie américaine profite de cette activité, alors que, vu la situation de l'économie mondiale où le taux de croissance est en situation difficile dans beaucoup de ces pays occidentaux, mais chacun, actuellement, au contraire, veut voir comment faire pour que son économie remonte. Et l'industrialisation joue un rôle important dedans. Et quelle réponse donc les BRICS préparent-ils face à ces tensions économiques? La réponse la meilleure pour Trump, c'est de lui barrer la route. Pas seulement pour les BRICS, mais pour le monde de façon générale. Parce que vous avez quelqu'un, qu'on se rappelle que pendant son premier mandat, certains avaient même demandé à ce qu'il aille en consultation psychologique parce qu'on se posait des questions, il avait refusé. Vous avez quelqu'un qui est tellement imprévisible qu'il peut créer des problèmes à tout le monde, y compris aux États-Unis. Parce que même dans cette affaire de taxation, bien que on dise que la consommation américaine des produits venant de l'extérieur par rapport à l'économie, c'est 11%. 11% de l'économie américaine, ce n'est pas une petite chose. Et quand on regarde les spécialistes américains qui parlent, ils disent non, le calcul qui est fait est faux parce qu'entre la prise de décision et aujourd'hui, certaines des mesures ne sont pas encore appliquées. Parce que ceux qui amenaient les produits sont en situation d'incertitude, d'hésitation. Les chiffres qu'on a donnés pour le moment ne sont pas des chiffres sur lesquels on peut se fonder pour dire quel impact ça peut avoir sur l'économie américaine ou pas. Donc il y a ce problème qui est là. Maintenant, au niveau des BRICS, il faut une réponse. Et la meilleure réponse par rapport à Trump, c'est une réponse collective. Trump, avant d'agir, a regardé là où il peut frapper pour que ça fasse mal. Il faut que la réponse se fasse de la même manière. Pas nécessairement en termes de taxes sur le plan douanier, parce que peut-être que ça n'aura pas le même effet, et pas pays par pays. Parce que si vous regardez ce que Trump fait, il sanctionne tout le monde, et après il dit à chacun, venez, un par un, on va négocier. Il a négocié avec la Chine, il ne faut pas qu'on l'oublie. Bien qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec la déclaration qu'il vient de faire, mais ils avaient négocié avec la Chine, ils avaient trouvé un accord. Pendant un temps, on avait vu un Trump et Poutine qui marchaient ensemble. Bon, actuellement, il parle de donner des armes à l'Ukraine, il parle de sanctionner la Russie. Est-ce que le compagnonnage est fini ou bien ça va continuer? On ne sait pas. Vous voyez comment c'est compliqué quand on va analyser avec une personne qui, du jour au lendemain, prend une extrémité, laisse cette extrémité pour aller prendre l'autre extrémité. Et ça met également mal à l'aise les BRICS parce que quand on répond, on peut répondre à quelqu'un qui met en place une stratégie. On prend le temps de la réflexion pour répondre par une stratégie. Mais quelqu'un qui pose un acte aujourd'hui, qui 3 jours après change l'acte, c'est extrêmement compliqué de vouloir répondre. Mais le minimum, à mon avis, c'est qu'on ne le laisse pas faire comme s'il était, comme l'a dit Lula, le roi du monde. Il ne l'est pas. Et il faut qu'on le lui montre, surtout sur le plan économique, parce que ce à quoi les populations américaines sont le plus sensibles, c'est leur portefeuille. Donc la réciprocité, il faut tout faire pour que ça ne touche pas Trump. Ce n'est pas important, que ça touche le portefeuille des Américains. Eux, ils régleront l'équation Trump.
Et dans ce contexte, les BRICS ont-ils l'intention, pensez-vous, de renforcer leur coopération pour faire face à ces défis, mais surtout avoir une alternative face aux mesures unilatérales? Mais en fait, Trump montre la pertinence des BRICS. Il les dénonce, mais il montre la pertinence. Parce que quand les gens faisaient les BRICS, ce n'était pas fait contre Trump. Ce n'était pas fait contre les Américains, parce que c'est ça la vérité. C'est un monde dans lequel nous sommes. Dans le principe, il devait y avoir de la solidarité. Dans la réalité, il y a des gens qui profitent, il y a des gens qui sont exploités. Particulièrement ce Sud global dont on parlait tout à l'heure. Donc les BRICS sont venus pour qu'on revoie un peu les relations économiques à travers le monde, les relations commerciales, etc. Y compris les aspects géopolitiques qui en font effectivement partie. Mais sur ce plan, Trump, lui, il est pour l'unilatéralisme. États-Unis avec X, États-Unis avec Y. Les BRICS, quand ils se mettent ensemble, qu'on le veuille ou pas, c'est 50% de la population mondiale. C'est 40% de l'économie mondiale. Alors qu'il y a des pays qui tapent à la porte pour venir adhérer au niveau des BRICS, mais avec une certaine force, les BRICS peuvent être une alternative. Ce que l'on souhaite, parce que ça fera l'affaire d'une bonne partie de la Terre, mais au moins quand les BRICS ne peuvent pas faire une alternative, on peut se retrouver avec les BRICS qui jouent un rôle dans ce que j'appellerais une guerre froide économique. C'est-à-dire on va empêcher aux Américains de dicter au monde leurs lois sur le plan économique, comme à un certain moment l'URSS parvenait à contrebalancer la puissance américaine dans les relations géopolitiques. Et ça fera l'affaire surtout de nos pays qui sont fatigués de subir le dictat de celui-ci ou de subir le dictat de celui-là. Et pour terminer, comment est-ce que la communauté internationale, notamment l'Organisation mondiale du commerce, réagit-elle face à ces mesures, d'une part unilatérales des États-Unis, mais aussi la position des BRICS? Les organisations internationales aujourd'hui ont un gros souci. Parce que quand vous regardez de façon générale, quand ce sont, j'allais dire, des petits pays, entre guillemets, qui font certaines choses, la réaction est immédiate, la réaction est forte. Quand il s'agit des États-Unis, c'est plutôt les ONG qu'on voit réagir. Les organisations internationales, vous les voyez surtout avec des déclarations de principe. Ce que j'appelle les déclarations de principe, il faut sauver l'économie mondiale, faut pas rentrer dans une incertitude, etc. Personne ne gagnera dans une guerre commerciale, etc. Alors que ce qui se passe, c'est un Trump qui déclenche la guerre. Mais quand on condamne, c'est celui qui déclenche la guerre qui doit être condamné. Mais aussi l'Afrique entretient une relation, on va dire, des relations avec les États-Unis à travers AGOA sur le plan commercial. Comment est-ce qu'aujourd'hui ce mécanisme se porte? Mais ce que Trump fait remet en cause AGOA, parce que AGOA c'était une facilité, puisque les États-Unis sont très exigeants sur la rentrée des produits dans leur pays, pas seulement sur les taxes douanières, mais sur ces critères dont je parlais avec la normalisation. Tout à fait. AGOA était venu pour créer une certaine facilitation. Mais avec la taxation de 10%, le produit africain qui partait aux États-Unis est gonflé de 10%. Les activités sont au ralenti. Mais les activités sont au ralenti, non seulement au ralenti, mais vous avez des pays qui sont aujourd'hui dans d'énormes difficultés. Parce qu'avec AGOA, vous avez des pays qui avaient installé carrément une industrie textile destinée aux États-Unis. Avec une augmentation de 10% ou plus, parce qu'ils n'ont pas donné le même taux pour les pays, vous avez des pays qui vont avoir des problèmes. Les usines sont là, le matériel est là, les travailleurs sont là. Du jour au lendemain, le marché n'existe plus. Il faut aller chercher un autre marché. Vous imaginez ce que cela peut créer comme difficulté. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.